peut-être que vous êtes déjà dit, j'ai envie de faire un métier qui me ressemble vraiment, mais je vois pas comment en vivre, ça paraît même impossible. À la fois entre l'envie de liberté d'un côté et en même temps la contrainte, le fait d'avoir besoin de sécurité, d'une certaine sénérité, franchement c'est pas si simple. C'est pourquoi j'étais ravie d'avoir aujourd'hui avec moi Bruno Maltor, qui a inventé sa propre carrière. Il y a 10 ans, il est devenu influenceur, il est devenu créateur de contenu dans le monde du voyage, blogueur à une époque où sincèrement ça n'existait pas. Dans cet épisode, Bruno et moi allons vous montrer comment on peut réellement inventer une carrière à son image, même quand on part de zéro, même quand on n'a pas forcément les compétences à la base, même quand on doute aussi, et comment en vivre vraiment. On a également parlé dans cet épisode de comment justement devenir un créateur de contenu, comment réussir à émerger, notamment sur YouTube, et puis aussi de l'envers du décor, des coulisses, concrètement comment ça se passe, d'un point de vue de l'énergie, d'un point de vue du stress, d'un point de vue de l'organisation, comment est-ce qu'il va faire en sorte de vivre alors qu'il est tiraillé, si je puis dire, entre toutes ses destinations avec sa base arrière à Paris. Bref, j'ai trouvé que cet épisode était très intéressant parce qu'il était éminemment concret et je pense qu'il va aller à l'encontre de tous les espèces de fantasmes qu'on peut avoir à l'heure actuelle sur les carrières dans le monde du nomade digital ou de l'influenceur qui ne paye pas d'impôts, qui est à Malte, etc. J'ai essayé de donner un tournant vraiment authentique à cet épisode grâce à Bruno qui, je trouve, a fait preuve d'une très très belle sincérité. Si jamais d'ailleurs cet épisode vous plaît, eh bien n'hésitez pas à faire un petit coucou à Bruno sur ses réseaux. Il est présent sur LinkedIn, Instagram, YouTube, bref sur tous les réseaux. Et puis aussi à moi, bien sûr, ça me ferait plaisir. Et puis surtout, pensez à vous abonner. Je ne le dis pas assez ici, mais ça m'aide réellement à faire connaître ma chaîne YouTube, le podcast, sur quelle que soit la plateforme que vous choisissez. Vraiment, cet abonnement compte. C'est ça aussi qui fait vivre le podcast, qui fait qu'il va être diffusé de plus en plus largement. Je compte sur vous. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Bruno Maltor. Je hais l'administratif. Oui, moi aussi. Et comme moi, à peu près tous les entrepreneurs que j'ai pu croiser dans ma vie d'ailleurs. C'est pourquoi je suis ravie de vous présenter mon sponsor, Conto. Q-O-N-T-O. Avec Conto, fini les formalités à rallonge, vous lancez votre société, il s'occupe des formalités. Statut, publication de l'annonce légale, création de votre micro-entreprise ou SAS, tout ce qu'on déteste. En 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. Et vous, pendant ce temps, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Quand j'ai créé Gemio, Conto n'existait pas. Et après avoir galéré des heures sur une plateforme soi-disant géniale qui buguait tout le temps dans tous les sens, vous savez de quoi je parle, j'ai dû aller déposer mon dossier en physique au greffe de Paris. Quelle perte de temps! Chers amis, ne faites pas comme moi à l'époque et profitez de leur offre tout spécialement pensée pour les entrepreneurs ou indépendants. Conto vous gère gratuitement votre création d'entreprise. Seuls les frais légaux restent à votre charge. Une fois votre entreprise créée, vous avez également 3 mois de compte pro offerts avec le code Pauline2025. Bruno, j'ai la chance de t'attraper chez toi, si je me trompe pas, en France. C'est incroyable, non? Entre 2 aventures, c'est assez rare. C'est clair. Écoute, j'ai réfléchi à cette interview et je me suis dit en me penchant sur ton parcours qu'un truc assez dingue, c'est que t'as vraiment inventé ton métier. Tu fais partie de ces gens qui ont eu, j'imagine, un rêve à un moment donné quand t'étais petit ou enfant, enfin tu vas me raconter. Et en gros, t'as dit, bah non, moi en fait je m'en fous, je vais pas avoir un métier normal, si tant est que ça veut dire quelque chose, et je vais créer ma propre carrière. Et je trouve ça assez fascinant. Donc si ça te va, je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent, qui ne se sentent pas à leur place en plus, tu vois, dans leur job, et que ça pourrait faire réfléchir, parce que eux n'osent pas forcément se réinventer ou s'inventer, et toi, dès ton plus jeune âge, si j'ai bien compris, tu l'as fait. Donc j'aimerais bien comprendre comment ça s'est passé. Si tu peux m'expliquer en gros, si vraiment comment s'est passé ce cheminement qui fait que tu t'es inventé ta propre carrière? J'ai bien aimé la première phrase d'avoir créé mon métier, parce que c'est vrai que ce que je fais aujourd'hui, je suis créateur de contenu, blogueur, influenceur. Plein de gens appellent ça différemment, ça n'existait pas vraiment il y a 10 ans. C'est vrai que mon métier de créateur de contenu, de blogueur voyage, n'existait pas il y a 10 ans, mais j'avais toujours rêvé de voyager. Je viens d'un petit lieu-dit de 200 habitants en Haute-Loire, en Auvergne, et mes parents, c'est pas du storytelling, c'est une vraie histoire, ils avaient mis une immense carte du monde à côté de mon lit quand j'avais 5 ou 6 ans.
Ouais. Et vraiment, moi, déjà, je comprenais pas pourquoi il y avait pas mon petit lieu-dit de 200 habitants sur la carte. Et en plus, je m'amusais à prendre le nom de capitale de tous les pays du monde et je demandais à mes parents de me faire rester. Donc, il y avait déjà un attrait pour le monde, pour les capitales de notre belle planète, etc., etc. En grandissant, j'ai compris que c'était pas Disneyland Paris, que ça existait vraiment. Et je me disais que ce serait quand même cool d'aller découvrir ces lieux. Donc un peu sur un coup de chance parce que tes parents t'ont acheté cette carte. Je Franchement, ouais. caricature peut-être, mais ça a peut-être joué quoi. Ouais, franchement, probablement, parce que je m'en souviens comme si c'était hier de ça, de tous les soirs demander à mes parents, fais-moi réciter, donne-moi un nom de pays, je te dis la capitale. Alors, j'ai malheureusement perdu en compétences depuis, mais l'idée reste la même, mais il y avait vraiment cet attrait pour la géographie, pour le monde, etc. Et en grandissant, je me suis dit, bon, je viens d'une famille classe moyenne, plutôt, on va dire, voilà. J'ai pas eu l'occasion de trop voyager avec ma famille en dehors de la France dans ma jeunesse. Et je me suis dit, je vais faire des études et dans ces études, je peux faire des stages. Et pendant ces stages, plutôt que de les faire en France, à Paris, comme tous mes potes, je vais vraiment tout faire pour les faire à l'étranger. Donc à l'époque, tu savais pas ce que tu voulais faire de ta vie, mais tu savais que tu voulais voyager, en gros. Exactement. Je savais que dans tous les cas, je voulais voyager le plus possible dans ma jeunesse. Je trouvais que c'était le moment le plus simple, le plus efficace. Après, il y a un problème concret pour tout le monde, c'est que j'avais pas d'argent, en tout cas pas beaucoup. Donc, j'étais pas en mode, je peux partir 6 mois à New York sans aucun stage, Ouais. sans aucune rémunération. Fallait que j'ai de l'argent, évidemment. Donc, j'ai trouvé des stages rémunérés un peu partout. J'ai fait un stage en Allemagne, j'ai fait un stage au Canada, à Montréal, j'ai fait un stage à Shanghai, en Chine. Et tout ça, c'était rémunéré à chaque fois. Et c'est lors de ces stages que je me suis dit, waouh, j'ai une passion pour le voyage et j'aime vraiment Internet aussi. Je suis passionné par Internet depuis tout petit. Je pense qu'Internet m'a, entre guillemets, un peu sauvé la vie parce que je faisais pas grand-chose chez moi le soir quand je rentrais. Je suis dans un lieu dit de 200 habitants. Oui, bien sûr, j'avais quand même des potes par-ci par-là, mais la moyenne d'âge du village était assez élevée. Quand tu as 13-14 ans, Internet peut t'aider, quoi. Internet m'a permis d'avoir une ouverture sur le monde aussi. Et en ce sens, je me suis dit, j'ai des compétences sur le SEO, donc comment être bien référencé sur Google, etc. J'ai une passion pour le voyage, je fais un petit blog et on verra ce que ça donnera. Et c'est comme ça que j'ai créé mon blog voyage qui s'appelle Votre Tour du Monde en 2012. Donc c'est à bientôt 15 piges. Et c'est de ça qu'a découlé toute ma carrière et tous mes projets par la suite dans ma vie. Et à l'époque, on est d'accord que ce blog, tu l'as fait, je dirais pas sans arrière-pensée, mais tu l'as fait déjà parce que tu kiffais, j'ai l'impression. Avec quand même en tête, évidemment, j'ai quand même le sentiment que tu t'avais envie d'en faire un succès, t'avais envie d'en faire quelque chose qui marche, mais est-ce que tu imaginais un instant que t'arriverais à en vivre à l'époque? Ah ouais, en fait, c'est exactement ça. C'est bien sûr, moi j'étais étudiant et je me disais, attends, j'ai un CV à remplir, il faut que je fasse rêver les prochaines boîtes avec qui je vais bosser, etc. Donc, quitte à faire un blog voyage, ce serait quand même sympa d'avoir un truc pas trop dégueulasse. Donc, je m'amusais à faire un logo sur Illustrator, etc., etc. Je m'amusais à acheter des thèmes sur WordPress pour pouvoir faire un truc pas trop dégueulasse, pour que j'en sois fier quand même à la fin. Donc, ce blog, je le créais pas dans une optique d'en faire un métier parce que ce métier n'existe pas effectivement. Je me rendrai compte assez rapidement que je peux en faire un métier, mais je le crée quand même dans le but de me dire, je veux que ça me serve un jour ou l'autre, quoi. Je veux que ça soit utile. Et il faut quand même d'ailleurs remettre les choses dans le contexte. C'est vrai que la plupart des blogs voyage à l'époque, c'était un peu ghetto, quoi. C'était très perso, non? Enfin, franchement. C'était très perso, mais moi j'adore ça. C'était vraiment des blogs où il y avait des photos des mecs à l'arrache. Vraiment, il y avait personne qui s'embêtait à faire un truc hyper sexy. Et moi, je suis arrivé un peu en mode, attends, je vais quand même essayer de faire les choses bien du début à la fin. Et donc d'avoir un logo et donc d'avoir un design un peu sympa. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a mis dans une trajectoire de vouloir bien faire les choses, pas juste faire un blog pour raconter mes aventures à Shanghai ou à Montréal, mais vraiment un truc où ça sortait un peu du lot. En tout cas, c'était un peu le projet. Hyper intéressant. Et d'ailleurs, c'est drôle, tu vois ce que tu dis, parce que quand on regarde tout ce que tu produis aujourd'hui, et c'est énorme en quantité, on sent que la qualité et la qualité visuelle est quelque chose de très important pour toi, et j'imagine que c'est pour ça que tu as réussi à émerger autant. Mais le fait que tu l'aies mis en place dès le départ, en fait, c'est un vrai différenciateur. Quand même. Ouais, je pense qu'un de mes problèmes et une de mes qualités, c'est que je suis hyper exigeant envers ce que je fais, envers moi-même et tout. Et donc c'est vrai que depuis le début, c'est ça, quoi. Depuis le début, je me dis, attends, tu fais un truc, ça va être visible en ligne, t'es étudiant, faut vraiment que ça soit parfait. C'était évidemment pas parfait, mais en tout cas, l'idée, c'était de me dire que j'avais passé peut-être 3 ou 4 jours à faire un logo. Bien évidemment, je pouvais pas payer un mec à l'époque, quand t'es étudiant et que tu gagnes 400 ou 500 euros par mois à Shanghai,
pour l'époque, c'était pas si mal entre gros guillemets, mais tu te rends compte que voilà, il fallait que je fasse tout et c'était hyper bien aussi parce que c'est la débrouillardise et ça te permet vraiment d'apprendre toutes les étapes d'un projet, ce que j'ai trouvé trop cool. Donc ce blog voyage assez rapidement, mine de rien. J'étais dans une envie d'en faire un truc concret, un truc sérieux, et assez vite on a commencé à me contacter pour faire des collaborations. Alors c'était pas du tout le même business model à l'époque. À l'époque, on vendait des liens notamment pour le SEO. C'est comme de l'affiliation? Alors, il y avait de l'affiliation, mais encore pire, à l'époque, pour être bien référencé sur Google, il fallait avoir plein de backlinks. Oui, du netlinking. Oui. Exactement, donc plein de sites internet qui sont considérés comme quali aux yeux de Google, qui redirigent vers ton site à toi. Et donc, il y avait des marques comme Hertz, par exemple, qui te contactaient pour les locations de voitures et te disaient « Coucou, fais un article sur un road trip que tu as fait et mets le terme location de voiture dans ton article avec un lien qui va rediriger vers nous. » Et en fait, on nous payait pour ça. Mais moi, à l'époque, on me payait 200 balles et j'étais en mode, mais attends, mais c'est incroyable. C'est génial. C'est-à-dire que mon stage, j'en chie de ouf de 8h du matin à 19h et je suis payé 400 € par mois. Vraiment, là, on me dit que pour juste un petit article, je vais être payé 200 ou 300 €. J'étais comme un fou, quoi. Et assez vite, je me suis rendu compte qu'il y avait le moyen d'en faire un taf. Mais au tout début, il y avait vraiment pas un projet, évidemment, d'en avoir un métier. Donc c'est comme ça qu'assez vite je me suis dit waouh, sans le vouloir et sans le savoir, je commence à gagner ma vie avec un truc qui me donne le sourire tous les matins quand je me lève. Donc ça c'était assez fou aussi. C'est quand même un truc assez stylé en effet, et j'ai cru voir en lisant pas mal de choses sur toi parce que je fais toujours un peu mon homework que t'avais à un moment donné eu une offre pour travailler, je crois chez TF1 si je me trompe pas, c'est ça? Exactement. Mais t'as refusé, c'est ça, pour vivre de ta passion en fait. Ben ouais, on est toujours dans le côté un peu comment je fais pour voyager et gagner un peu d'argent, et donc j'arrive en master 2 d'école de commerce. Il me faut faire une dernière année. Je l'ai fait en alternance et cette alternance je l'ai fait chez TF1 effectivement. Sauf que j'aimais beaucoup mes collègues, j'aimais beaucoup mon équipe, le côté on boit des cafés, on rigole bien, c'est super cool. Mais mon métier en tant que tel, je me disais waouh, si c'est ça, 50 ans de ma vie, ça va être très long. Je faisais des PowerPoint et des Excel et tu vois typiquement moi j'estime être assez créatif et tout. Mais quand je voulais juste changer la typographie d'un truc dans mon PowerPoint, fallait que ça passe par le N+1, puis par le N+2, puis enfin, ça s'arrêtait jamais. Et en fait, je me disais, mais je n'ai aucune créativité possible, je suis juste un pion dans une entreprise. Et vraiment, enfin, ça me dérangeait énormément. Et à côté de ça, j'avais mon petit blog voyage sur lequel je bossais les soirs, les week-ends, où je m'amusais trop. Je faisais des articles, je me disais comment je mets les photos pour qu'elles soient les plus belles possibles, comment est-ce que j'anime la communauté. À l'époque, c'était Twitter et Facebook en priorité. Il y avait plein de choses à créer, plein de choses à raconter, et ça m'animait à fond. Alors, je gagnais pas beaucoup d'argent, mais donc TF1 me propose un CDI à la fin de mon Master 2, et c'est là que je me dis, mais en fait, j'ai deux options. J'ai la chance d'avoir un an d'avance aussi, il faut le préciser. Je me dis, je suis jeune, j'ai pas d'enfant, mon blog me rapporte un peu d'argent, etc., etc. C'est peut-être le moment ou jamais pour tenter l'aventure à 100%. Donc ça, j'avais 23 ans. Donc j'étais vraiment un enfant, mais je me remercie tous les jours par rapport à cette décision, parce que comme tu t'en doutes, je me suis dit, tant pis, je prends pas TF1 pendant un an, même s'il y avait une énorme pression sociale autour de moi, de tous mes amis d'école de commerce qui me disaient, mais t'es taré. Enfin, c'est TF1, c'est la plus grande chaîne d'Europe, c'est un groupe. Tout le monde en rêve, je pense, dans les écoles de commerce quand t'es étudiant. Vraiment, c'est une boîte qui fait rêver beaucoup de gens. Voilà, le fait de refuser, il y a beaucoup de gens qui ne le comprenaient pas, surtout qu'à l'époque, c'était pas cool d'être Instagrammeur ou blogueur ou que sais-je. À l'époque, les gens savaient pas ce que c'était, quoi. Enfin, voilà, et c'était un peu, bon, c'est bien mignon, tu racontes tes aventures en ligne, mais tout le monde s'en fout, quoi. Beaucoup d'amis proches me le faisaient comprendre sans être méchant, et en vrai, je les entends, parce qu'en 2014, c'était bizarre, entre guillemets, de faire cette trajectoire. Mais c'est ce qui m'a beaucoup aidé, parce que c'est ce qui m'a permis de prendre de l'avance dans un sens, dans un univers qui n'était pas encore né. Donc, effectivement, j'ai totalement créé mon métier. On était à peine 4 ou 5, je pense, à vivre de ça à l'époque, en France. Donc, vraiment, c'est ça qui m'a permis, de prendre de l'avance, de comprendre ce secteur, de grandir avec et de faire ce que ça en est aujourd'hui.
Vis-à-vis de ta famille, de tes parents, c'est jamais une conversation facile. Ils t'ont soutenu ou ça a été compliqué? J'ai peut-être un peu menti à mes parents, si je suis honnête. Ça sera révélé aujourd'hui. Voilà, malheureusement, ma mère, elle est au courant maintenant, hein, mais ça va maintenant, elle est contente pour moi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je savais que si je disais qu'il y avait un CDI de TF1, ouais, d'accord. Je pense qu'ils m'auraient dit non mais mon grand, donc t'as opté pour l'option alternance peut-être. Voilà, on va rester sur le côté travail à durée indéterminée dans un grand groupe. On a quand même payé une partie de tes études, donc merci de faire ceci. Non, je leur ai dit voilà, il y a TF1 qui me propose un truc, c'est un CDD, je suis pas sûr que ça va être vraiment sur du long terme. À côté de ça, mon blog, ça commence tout doucement à prendre. Je me donne 1 an, si ça vous va. J'ai 1 an d'avance, donc s'il vous plaît, acceptez et on verra. Et ils ont dit oui. Et franchement, atypiquement, mes parents ont plus été dans le soutien que beaucoup de mes amis à l'époque. C'est intéressant. Ouais, mes amis, comme je te le dis, qui sortent d'école de commerce et tout, ils sont beaucoup plus en mode grand groupe. Il y avait beaucoup moins le côté start-up, le côté essayer des choses dans la culture française à l'époque. Ça a vachement évolué depuis, et tant mieux. Il y avait moins le côté on a le droit d'essayer pendant 1 an ou quoi, de vivre de sa passion. Donc voilà, c'est vrai que c'est plus mes amis qui me challengeaient sur ce point-là. Mais comme je savais pertinemment que c'est ce qui me faisait sourire, que c'est ce qui me donnait vraiment la patate et la banane le matin quand je me levais, que de bosser sur mon blog voyage, je me disais, j'ai pas grand-chose à perdre, je le tente et on verra. Et alors, du coup, les choses évoluent, le blog prend de plus en plus de place, et puis après arrive Instagram, puis TikTok, etc. Ta chaîne YouTube aussi. Donc, ça devient vraiment ta vie et ton métier. Et je serais curieuse d'essayer de comprendre. Alors je pense que ça va être difficile qu'on visualise, et tu me disais avant qu'on commence que même toi parfois tu visualises pas. Mais je serais quand même assez curieuse de comprendre à quoi ça ressemble la vie de Bruno Maltor, parce qu'on t'imagine, tu vois, moi je suis de l'autre côté de la barrière et de mon écran, ouais. Et je t'imagine, mais littéralement jamais chez toi, tout le temps en train et donc pas vraiment en ayant un chez toi d'ailleurs, en voyageant partout, et à la fois c'est absolument formidable, mais en même temps je me dis énormément de liberté, mais en même temps énormément aussi de choses à organiser, et peut-être de crainte aussi, tu vois, de se dire à quoi demain va ressembler, etc. Donc ouais. Je serais assez curieuse de savoir à quoi ça ressemble concrètement, si tant est que tu peux essayer de me expliquer. C'est clair que mon quotidien, et c'est ce que j'aime beaucoup avec ce métier, c'est qu'il change tout le temps. J'ai jamais une journée de travail qui va ressembler à une autre. Donc ça, c'est le premier point à prendre en compte. Mais ceci étant dit, mon métier, il a vachement évolué, comme tu l'as dit. Au début, en 2014, donc en septembre 2014, quand je me mets à 100% sur mon taf, je faisais encore beaucoup d'articles, je faisais encore beaucoup de Facebook et de Twitter. La plupart de ces choses ont disparu de mon quotidien, en tout cas beaucoup moins importantes aujourd'hui. Donc à ça à prendre en compte, j'ai vraiment grandi avec Internet. Aujourd'hui, j'ai un écosystème d'un peu plus de 2,5 millions d'abonnés. Au début, c'était pas du tout ça, etc., etc. Mais en tout cas, mon quotidien, il y a 2 options. Soit je suis en voyage aujourd'hui, et dans ces cas-là, je vais me lever très tôt et me coucher très tard, parce que ma passion, c'est aussi de créer du contenu et de raconter des histoires. Et pour ça, je vais avoir les plus belles images possibles. Ça rejoint un peu ce qu'on se disait un peu plus tôt. Je suis hyper exigeant envers moi-même, et pour moi, il est hors de question de sortir un truc dont je suis pas content ni fier à la fin. Je veux que chacune de mes vidéos, quand je la sorte, je me dise « Ok, franchement, j'ai tout donné. Au pire, je pourrais pas avoir mieux, mais la qualité, selon moi, elle est ok, donc ça sort. » Et donc, quand je pars à l'aventure, faut se dire que je me lève souvent avant le lever du soleil. Donc, par exemple, si tu te lèves avant le lever du soleil en juin, juillet, ça va être à 5 heures du mat, voire même avant, selon l'endroit où tu vas aller dans le monde. Je vais shooter globalement toute la journée jusqu'au coucher de soleil. Et le coucher de soleil, il est souvent Il y a beaucoup de gens qui adorent l'été pour ça. Moi, j'aime un peu moins l'été pour ça. Le coucher de soleil, il va être à 21h30, 22h. Donc, en gros, de 5h du mat à 22h, je vais faire des images. Je vais essayer de raconter des histoires. Je vais faire des rencontres. Je vais essayer de trouver des moyens de pouvoir expliquer un endroit où je suis dans le monde. Tu vois, j'étais en Ouzbékistan en octobre dernier. Il y a plein de gens qui connaissent pas du tout l'Ouzbékistan, encore moins l'Asie centrale. Comment tu racontes un pays que personne ne connaît vraiment, en tout cas pas beaucoup de monde. Donc vraiment, ça va être faire des rencontres, essayer de trouver des gens que je vais pouvoir interviewer, qui parlent anglais, essayer de faire des comparaisons avec notre univers, etc., etc. Enfin, de plus en plus, je vais oser le dire, mais ça peut être mal perçu, mais je vais quand même oser le dire, ça peut être
un travail journalistique parce que vraiment il y a beaucoup de recherches, beaucoup de connaissances à approfondir, etc., pour que ça intéresse les gens. Donc quand je suis en voyage, j'imagine que vraiment, même en amont, tu dois quand même pas mal le préparer pour savoir ce que tu cherches quand même. exactement. Là, j'ai parlé de la partie voyage, mais il y a aussi la partie à la maison. Donc la partie voyage, vraiment, faut partir du principe que tu vois, là, je suis parti 1 mois au Japon il y a quelques temps. Du lundi au dimanche, de 7h à 20h, je travaillais. Et c'est un travail hyper intense. Je me permets de le dire dans les podcasts parce que la plupart des gens qui me suivent s'en rendent pas forcément compte. Et c'est pas forcément une fierté d'ailleurs quand je dis ça, mais je suis la personne qui bosse le plus et de loin de tout mon entourage. Mais en fait, j'ai la chance de pas le voir comme un métier, donc c'est trop cool. Mais vraiment, je travaille tous les jours globalement, notamment quand je suis au fin fond du Japon. Il y a pas un jour où je me dis bon bah vas-y, je vais prendre 5 heures là, je vais me lire un bouquin, je vais chiller un petit peu dans les onsen. Non, en fait, je me dis peut-être que je reviendrai jamais au Japon. Je suis créateur de contenu dans le domaine du voyage. Il faut que je raconte un peu ce qu'on voit ici, ce qu'on peut découvrir, ce qu'on peut rencontrer, etc., etc. Donc c'est tout sauf des vacances. Je me permets de te poser la question parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Tu peux avoir une fear of missing out, comme on dit, c'est-à-dire quand t'es sur place, effectivement, tu te dis, bah en gros, il faut que je maximise à mort mon temps. Mais donc presque t'en profites ou pas vraiment? Ouais, le FOMO, comme on dit, ouais, c'est exactement ça, mais c'est 34 ans de ma vie, je pense. J'ai 34 ans, donc voilà, c'est ma vie en fait, ce truc, le FOMO. Et effectivement, il y a ce truc de, comme je te le disais très bien, l'exemple du Japon, c'est genre, ok, je suis au Japon, peut-être que je reviendrai pas dans les 20 prochaines années de ma vie, c'est quand même fort probable. Il faut que j'en profite à chaque instant. Pour moi, mais aussi pour pouvoir raconter mes aventures. Donc des fois, c'est hyper dur de savoir me dire il faut que je ralentisse. Et plus le temps passe, le corps est plutôt bien fait. Plus le corps me dit frérot, quoi qu'il arrive, c'est non maintenant, on va ralentir un petit peu. Quand t'as la fougue de la jeunesse à 23-24 ans, c'est pas la même chose qu'à 34. Alors ça va, j'ai pas non plus 60 ans, mais mine de rien, enchaîner les levées de soleil tous les jours pendant un mois à 34 ans, c'est pas la même chose qu'à 24 et ce sera pas pareil à 44. Donc il y a un peu ce truc-là du FOMO. Et pour continuer sur le FOMO, moi au tout début de mon métier, en 2015, 2016, 2017, il y a un autre truc que j'ai créé, j'ai pas créé, mais qui m'est arrivé un peu comme ça sans que je m'en rende compte, c'est que je suis devenu digital nomade. Et pareil, digital nomade, c'est un terme qui s'est vachement développé avec le Covid notamment, mais en 2015, quand j'ai dit à mes potes, les gars, je pars m'installer à Prague pendant 1 an et on verra ce qui va se passer. Personne comprenait trop autour de moi, mais je me suis dit en fait, j'ai besoin d'une connexion internet et d'un ordinateur pour faire mon taf. Pourquoi je reste en France? Et c'est pour ça que je suis parti vivre à Prague 1 an, à Lisbonne 1 an, à Budapest 1 an, je suis parti à New York quelques mois, etc., etc. Et j'avais vraiment ce FOMO. Typiquement, quand j'étais à Prague, je me disais, mais attends, est-ce que je serais pas mieux, n'importe quoi, à Berlin? Est-ce que je serais pas mieux à Amsterdam? Il y avait vraiment ce truc de, est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment? Mais ça a tendance à un petit peu se calmer au fil du temps, heureusement. Mais c'est une partie de ma personnalité. Est-ce que t'as ça toi aussi? J'ai ça, j'ai beaucoup avec les années de moins en moins, mais je l'avais beaucoup étant plus jeune. Après, j'apprends à me maîtriser un peu et puis surtout j'apprends à prendre plus de plaisir dans les choses que je fais au quotidien, tu vois, et dans les endroits où je suis. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Ouais, et en plus atypiquement souvent, je me fais la réflexion, les moments où je suis le plus content, c'est quand je suis avec mes proches. En train de boire un café sur une terrasse avec rien de spécial de plus. Enfin, mais c'est vraiment le côté un peu moins aujourd'hui, mais quand même toujours présent de waouh, là je suis quelque part, il faut que j'en profite à 300%. Imagine, il y a un lever de soleil de fou, il faut que et je suis en train de dormir, mais c'est hors de question. Enfin, genre, je me lève et je vais vérifier. Même si la météo annonçait gris, pendant longtemps de ma vie, même si la météo annonçait pluie, je me levais quand même pour vérifier. Un peu moins aujourd'hui, mais il y a d'ailleurs un côté un peu commun. J'ai beaucoup d'amis quand même qui sont créateurs de contenu, qui ont un gros succès sur les réseaux. Cet ADN commun du FOMO, il est quand même assez présent, je trouve. C'est intéressant d'ailleurs, maintenant qu'on en parle. Il faut être assez productif, je pense, quand t'es créateur de contenu, et le FOMO, en fait, génère un peu de productivité, je pense, quand même, parce que malgré tout, t'es toujours en train de penser à l'après. Exactement. Ce qui est pas très sain, mais... Ouais. Dis-moi, alors je vais te poser une question un peu plus personnelle, tu me réponds si tu veux, mais tu parlais de digital nomade, justement du fait que tu as pu vivre, étant plus jeune, 1 an à Prague, à Budapest, etc. On se dit effectivement que dans un métier comme le tien, avoir des amis sincères et une famille,
Ouais. C'est pas évident. C'est sûr. Alors après, j'ai quand même la chance d'avoir des amis qui, des fois peuvent venir me voir quand, tu vois, quand j'habitais à Prague, à Lisbonne, à Budapest. Donc j'avais mes proches qui venaient me voir quand même et vice versa. J'allais en France parfois pour voir mes potes. Mais c'est vrai que, par exemple, j'ai une copine et c'est vrai que au début, c'était pas forcément évident d'expliquer que, ouais, je suis blogueur voyage. Ça, on peut le comprendre assez facilement sur les réseaux, mais voilà ce que ça va impliquer. Bah oui. Et voilà, je vais partir pendant des mois sur la route. Et quand je vais revenir, je vais être fatigué, by the way. Donc vraiment, va falloir être OK avec ça. Et je pense qu'il y a le côté carte postale de mon métier qui va faire rêver beaucoup de gens, qui est un métier incroyable. J'en suis passionné. Mais c'est vrai que ça implique beaucoup de choses d'un point de vue énergie, d'un point de vue être sur la route, etc. Et mes proches, au début, avaient peut-être tendance à ne pas le comprendre, mais au fil du temps, quand même, ils se rendent compte de tout ce que ça implique. Donc oui, c'est un métier qui peut être un peu compliqué à ce sujet-là. Alors après, moi, j'ai eu une solution qui s'est offerte à moi sans que je le veuille vraiment. C'est que j'ai recruté des amis, mais un peu à l'arrache. C'est des anecdotes assez marrantes aussi, mais vraiment, j'ai recruté des amis qui m'accompagnent au quotidien aujourd'hui. Et c'est aussi peut-être grâce à ça que je sors la tête de l'eau. Et tu vois, quand j'habitais à Prague, j'étais en coloc. Quand j'habitais à Lisbonne, j'étais en coloc. Ça m'a beaucoup aidé. Tu parlais de Loïc Lagarde, avec qui tu as fait un épisode aussi il y a quelques temps, si je dis pas de bêtises. Ouais. Loïc, il est seul. Et moi, souvent, je lui dis, faut que tu recrutes, faut que tu sois accompagné, parce que c'est un métier qui, mine de rien, même si, je le disais un peu avant, j'ai la chance d'avoir plus de 2 millions d'abonnés sur les réseaux, tu restes tout seul chez toi à la fin de la journée derrière un écran. Et si tu ne vois personne, très vite, ça peut être un métier qui te procure de la tristesse à cause de ça. Donc, il faut être accompagné. Moi, ma solution, c'est d'avoir recruté des potes. Je l'ai pas forcément fait pour ça à la base, mais je me rends compte que Clément, par exemple, à qui je vais rendre un petit hommage, ça fait quasiment 10 ans qu'il bosse avec moi. J'en serais vraiment pas là s'il m'avait pas accompagné depuis autant de temps. Et surtout, c'est aussi un soutien mental sans faille. Oui, c'est ça, t'aurais peut-être juste pas tenu le coup, quoi. Non, je pense que c'est impossible seul de tenir le coup sur un métier qui est autant exigeant. Et il me semble que tu as fait un podcast aussi avec Fabien. Il me semble aussi qu'il a accompagné. Même s'il y a plein de choses qu'il va faire seul, ses mises en scène, de ce que j'ai compris, etc. Il y a quand même un soutien au quotidien, quelqu'un qui te comprend. Et moi, Clem, aujourd'hui, ça fait quand même 10 piges qu'on pense ensemble, il me connaît mieux que quiconque, peut-être mieux que moi-même d'ailleurs. Voilà, dans une interview, quelque chose qui va se passer, etc. Il va savoir ce que je suis en train de me dire, ce qu'il va peut-être falloir qu'on fasse, etc., pour se sortir d'une situation ou que sais-je. Donc vraiment, être accompagné, moi, ça m'a beaucoup aidé et sans ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Tu peux me décrire justement ton équipe? Tu me disais il y a 4 personnes, c'est ça? Je veux bien si t'acceptes que tu me dises sans révéler des secrets, mais quels sont leurs rôles globalement et comment justement ils t'accompagnent? Ça, c'est ma plus grosse fierté, en fait, parce que j'ai créé ce métier seul, en slip dans ma chambre, comme tu le comprends, en étant étudiant à Shanghai, sans savoir que j'allais créer ce métier de blogueur voyage. Et aujourd'hui, je peux payer des gens, payer des potes pour qu'on puisse m'accompagner et faire un contenu toujours plus cool. Donc, on va dire que je bosse avec 4-5 personnes de façon hyper régulière. C'est pas forcément des gens en full time, mais c'est des gens qui peuvent être là au moins 1 à 2 fois par semaine et qui vont bosser avec moi. Clément, c'est donc la personne que j'ai recrutée il y a 9 ans déjà, donc en 2016. Juste pour l'anecdote, je trouve ça marrant de raconter l'histoire. Le soir de mes 25 ans, j'ai invité une dizaine de potes à faire une tournée des bars à Paris. Jusque-là, c'est très classique. Ça fait déjà 2 ans que je bosse en full time pour mon projet. Et donc, je me rends compte que je bosse 70 heures, 80 heures semaine. Et je suis seul. Enfin, vraiment, je fais tout seul. On fait quelques bars déjà. Donc, on est jeune, on boit quelques verres, etc., etc. Et à un moment, on change de bar et je marche devant le reste du groupe avec Clem, mon bon Clément. Et je lui dis, putain, en ce moment, Clem, je bosse 80 heures semaine. Je pense qu'il va falloir que je recrute quelqu'un parce que je sais que c'est pas tenable sur du long terme. Et il me dit, il s'arrête de marcher et il me dit, moi, je suis chaud. Et je lui dis, comment ça, t'es chaud? C'est-à-dire, il me dit, ouais, je quitte mon taf et je bosse avec toi. Et je dis, mais waouh, on a bu quelques verres. Je crois que tu te rends pas compte de ce que tu me dis là, mais ok, on fait la soirée, tout se passe très bien. Et en fait, le lendemain, il m'envoie un énorme message pour me dire, c'était pas une blague. Je veux vraiment bosser avec toi, je crois en ton projet, etc. Et let's go. Si t'es ok avec ça, moi je quitte mon taf et je bosse avec toi. Ça a été la pire façon de recruter quelqu'un de l'histoire de l'humanité, je pense. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut pas faire. Un ami, de l'alcool. Vraiment, ne faites pas ça chez vous. Écoute, ça a l'air d'avoir marché. Mais on bosse encore ensemble 9 ans après.
Et c'est encore une fois grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui aussi. Donc, je trouvais l'anecdote assez marrante que parfois on se dit comment recruter, et je dis pas qu'il faut recruter comme ça, mais n'empêche, il n'y a pas de façon parfaite. Et le fait d'avoir recruté un ami m'a beaucoup aidé aussi sur du long terme. Au début, il a fallu clarifier des situations évidemment, etc. Mais aujourd'hui, ça roule incroyablement bien et c'est assez marrant. Donc Clem, ça fait donc depuis 9 ans que c'est mon bras droit, on va dire. Il m'accompagne sur tous les sujets. Et comme tu l'as compris, on a un quotidien qui n'est jamais le même. Donc il faut être vraiment un caméléon, il faut être un couteau suisse. Il a commencé par écrire des articles. Ensuite, il a appris un peu la photo et la vidéo. Aujourd'hui, il m'accompagne souvent en voyage pour faire les plus belles images possibles. Quand je vais faire des drone shots, lui, il va faire des trucs au sol, etc., etc. Il y a aussi un journaliste qui bosse avec moi qui s'appelle Victor, qui nous aide à fact-checker tout ce qu'on va raconter, à trouver des idées de script, à trouver des idées justement de comment on va raconter une histoire. L'Ouzbékistan sur le papier, il y a plein de gens qui seront peut-être pas intéressés parce que c'est loin, parce qu'on s'en fout, etc., etc. Je dis pas que c'est mon cas, mais je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent se dire ça. Bah, nous, notre but, c'est comment on fait pour donner envie aux gens de regarder une vidéo de 20, 25, 30 minutes sur cette destination improbable. Donc, trouver des idées de comment on va raconter l'histoire, etc. Et après, il y a des monteurs, des gens qui vont monter nos vidéos. Il y a des monteurs qui sont plus spécialisés sur le format horizontal et d'autres qui sont plus sur le format vertical. Et enfin, il y a un autre métier qui est aussi improbable, mais qui me fait trop marrer, c'est les media makers. Les media makers, c'est ceux qui il faut que tu racontes ce que c'est incroyable. Mais en fait, tous les gens avec qui je bosse qui font des miniatures ont 18, 19 ans et c'est des génies du graphisme. Et je trouve ça fou. Leur métier, c'est de faire des miniatures pour les vidéos YouTube. Une miniature, c'est la petite image qu'on va voir avant de cliquer sur la vidéo YouTube. Et aujourd'hui, il y a un taf qui est de faire la plus belle miniature pour donner envie aux gens de cliquer tout simplement sur ta vidéo et pas sur les autres. C'est un peu comme les couvertures des livres. Au final, qu'est-ce qui fait qu'on va acheter un bouquin plutôt qu'un autre à la Fnac, etc. Évidemment, il y a la notoriété de la personne, de l'auteur, etc., etc. Mais il y a aussi le graphisme potentiel, plein d'histoires comme ça. Et en fait, c'est à ça que va servir un media maker. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, je fais bosser entre 5 et 10 personnes chaque semaine. Et ça, c'est vraiment trop cool parce que j'ai commencé encore une fois tout seul et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être accompagné. Et ça, c'est hyper important parce que oui, j'ai aimé tout faire quand j'étais plus jeune et oui, ça m'a beaucoup appris, évidemment. Mais en fait, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et je l'ai vraiment compris au fil des années et au fil de mon travail. Je pourrais jamais faire la moitié de ce que je fais aujourd'hui si j'étais tout seul. Je sors une vidéo par semaine sur YouTube, une vidéo qui dure entre 20 et 40 minutes. Je sors 2 à 3 contenus courts sur Instagram, TikTok, etc. Je fais des posts sur LinkedIn. Il y a plein de choses que je gère encore moi-même, tout seul. LinkedIn et répondre à ma communauté, par exemple, ça en fait partie. Mais il y a beaucoup de choses que je pourrais pas faire tout seul. Un montage YouTube, c'est 3-4 jours de travail non-stop. Donc, ça prendrait toute ma semaine. On est d'accord qu'aujourd'hui, tu gardes la direction artistique et que ce que ça veut dire, c'est que concrètement, tu valides quand même tout et que tu vas, puisque tu as ce niveau d'exigence élevé, continuer en fait à aller dire là un peu plus à gauche, un peu plus à droite, là le montage, etc. C'est exactement ça. Moi, je vais être à la réal, donc à la direction artistique, etc. Je vais dire exactement ce que je veux. Avec Clément, souvent main dans la main, on va tourner la vidéo ensemble quand on est au fin fond du monde. On se dit, ok, voilà les images qu'on a, voilà les interviews qu'on a. Par exemple, j'ai fait un documentaire sur la mer d'Aral. Donc c'est pareil, c'est une mer intérieure en Ouzbékistan. C'était le 4e plus grand lac au monde qui a disparu dans les années 60, grosso modo, à cause de mauvaises décisions de l'URSS. Et bon, on parle d'un lac au fin fond de l'Ouzbékistan, il y avait 99,9% de chances que tout le monde s'en foute. Parce qu'il y a la loi du kilomètre dans le journalisme qui fait que le plus c'est loin, le plus tu t'en fiches, quoi. À part s'il y a des gros trucs qui se passent, évidemment. Mais nous, on a eu des interviews, on s'est dit, ok, on a ça, et on a réussi à raconter une histoire qui a fait plus d'1 million de vues sur YouTube, sur un docu de 20 minutes sur ce sujet-là. Incroyable. Donc en fait, c'est comment, grâce à la réal et comment, grâce aux interviews, etc., on va arriver à intéresser les gens qui nous suivent et même plus les gens de façon générale sur Internet. Et de manière générale, pour avoir regardé quand même pas mal de contenu, notamment en préparant cette interview, je trouve que vous avez une manière de réussir à capter l'attention dès le départ, effectivement sur des sujets dont à la base on se dirait qu'on s'en fout, et au final t'as envie, parce que notamment tu poses des questions assez rapidement, où tu vas donner envie de savoir, je sais pas, les 3 astuces, etc. Ouais. Et donc, ce qui fait qu'on a quand même globalement envie vraiment de savoir, et on se retrouve un peu happé
dans une vidéo YouTube qui dure un quart d'heure, quoi. Exact. Mais alors, ce qui est assez captivant par rapport à YouTube, c'est que bon, l'année dernière, il y a Inoxtag évidemment qui a grimpé l'Everest. Je pense que tous les Français ou une bonne partie des Français ont au moins entendu parler de ça. J'avais vu une conférence il y a pas longtemps qui disait que 40 millions de Français avaient été exposés à Inoxtag et à son docu. C'est énorme, c'est 2 tiers des Français. Et en fait, sur un post LinkedIn, j'avais vu son manager dire que plus de la moitié des gens avaient regardé son docu sur télé. Et moi, j'avais jamais trop regardé cette statistique. Donc, je suis allé sur YouTube Studio. Donc, YouTube Studio, c'est là où il y a toutes les infos sur nos chaînes, sur le nombre de vues, sur les statistiques, quoi. Et donc, je suis allé voir dans les paramètres avancés où les gens qui me regardaient, sur quel support ils allaient justement me regarder. Et plus de la moitié des gens qui me regardent aujourd'hui sur YouTube le font sur télé. Et en fait, ça m'a fait me dire, mais waouh, ça rend le truc un peu plus noble déjà, bêtement. Je sais pas pourquoi, mais je me dis, waouh, c'est hyper cool. Genre, on me regarde sur le grand écran, on n'est pas avec 20% de luminosité dans le métro sans son. On est vraiment posé devant sa télé. Et ça m'a fait me dire, il y a vraiment des histoires qu'on peut raconter et on peut se permettre de raconter des histoires un peu plus longues que ce qu'on pensait jusqu'à présent. Donc, et puis, surtout dans ton cas, des belles histoires. Enfin, je pense que la raison aussi pour laquelle dans ton cas, il y a beaucoup de télé, c'est parce que tu as envie d'avoir un bel écran quand même pour regarder ce que tu produis. Ouais, donc du coup, ça nous pousse vraiment à effectivement faire encore plus quali. Donc pour le mec exigeant que je suis, c'est parfait d'avoir vu cette info. Je suis ravi, mais vraiment, ça pousse à faire toujours mieux. Et c'est encore une fois la magie d'Internet. Comme je le disais, j'ai commencé ce métier en 2014. En 2014, vraiment, personne ne regardait des vidéos de YouTube sur sa télé. Franchement, c'était impossible. Aujourd'hui, ça devient la norme, notamment parce qu'il y a les Smart TV avec Android, etc. YouTube est directement intégré sur ta télé et c'est vraiment hyper intéressant de voir cette évolution d'Internet et c'est quelque chose qui me passionne. Mais fondamentalement, moi je pense que YouTube est en train de devenir... Enfin, en fait, les créateurs de contenu ont des chaînes, des émissions, en fait, de la même manière qu'avant, tu regardais, je sais pas quoi, C'est mon choix sur TF1. Bah, en gros, maintenant, tu regardes l'émission de Bruno Maltor, quoi. Et je pense fondamentalement que c'est quand même pas mal en train de remplacer la télé. Moi, en tout cas, le premier, effectivement, je consomme aujourd'hui YouTube comme hier, je pouvais consommer la télé. Et je vais aller voir des docu Arte, Le Monde, ou même Gaspard G, plein de créateurs qui sont hyper inspirants directement sur ma télé ou sur YouTube à la place, effectivement, de reportages télé un peu plus classiques. Mais comme je dis, hein, des fois, il y a la télé maintenant qui arrive justement sur Internet avec Arte, c'est un très bon exemple. Il suffit juste de comprendre que c'est un autre endroit où tu peux diffuser ton contenu. C'est un contenant différent. Et vraiment, je suis hyper curieux de voir à quoi va ressembler YouTube dans 5 ou 10 ans. Parce qu'on prend une direction qui est hyper intéressante. Et d'ailleurs, on avait annoncé la mort de YouTube il y a quelques temps avec justement l'avènement de TikTok, des contenus courts verticaux, etc. Mais YouTube, pour moi, n'a jamais été si puissant qu'aujourd'hui en 2025. Donc c'est intéressant que tu dises ça parce que justement, je voulais te poser la question. Est-ce que tu as une préférence entre la création de contenu YouTube ou Instagram, TikTok, qui est en fait du contenu beaucoup plus court, même si maintenant il y a des shorts aussi sur YouTube. Mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'il y a les deux univers, pas qui s'affrontent, mais c'est pas facile pour un créateur de contenu, en fait, si t'es sur les deux, parce que à la fois tu crées du contenu super long, 20 minutes, hyper léché, qualitatif, t'emmènes, tu racontes une histoire. Et puis Instagram, TikTok, on est quand même beaucoup plus maintenant dans le côté, il faut que dans les littéralement 2 premières secondes, t'aies déjà capté l'attention à mort, encore plus que sur YouTube. Donc, curieuse de savoir là-dessus quel est ton point de vue et quelle est ta préférence aussi? Ouais, c'est vrai que on raconte vraiment pas l'histoire de la même façon sur un contenu d'1 minute vertical où tu sais que les gens auront peut-être même pas le son. Bah ouais. Tu vois, quand ils seront dans le métro ou que sais-je, je crois que la stat c'est 80% des gens n'ont pas le son quand ils sont sur Instagram. Donc vraiment, ça déjà c'est hyper important d'avoir ça en tête. Moi, honnêtement, je trouve ça plus cool de raconter des histoires, même si c'est beaucoup plus exigeant sur YouTube, parce que tu peux vraiment raconter l'histoire justement que sur un réel d'1 minute ou sur un TikTok d'1 minute. Sur YouTube, tu peux te permettre de vraiment aller au fond des choses. C'est un peu plus journalistique dans un sens. Tu peux interviewer des gens pendant 40 minutes. Les gens vont rester sur toute la durée de la vidéo. Donc, c'est vraiment, t'es pas obligé de résumer, d'aller à l'essentiel de l'essentiel de l'essentiel. Et je trouve que ça, c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup Instagram aussi pour tout ce que cette plateforme peut m'offrir. On peut faire des stories pour raconter des histoires aussi. Il y a des photos, on peut tout faire. Mais je trouve que c'est plus noble aujourd'hui, entre gros guillemets, de raconter des histoires sur YouTube, comme je le disais, notamment avec le côté plus de la moitié des gens qui me regardent sur YouTube le font sur télé. Ça a changé un peu ma vision de la plateforme. Je m'éclate beaucoup plus sur YouTube.
Encore une fois, c'est beaucoup plus exigeant. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il y a très peu de créateurs de contenu voyage qui sont sur YouTube. Tu vois, Loïc Lagarde, dont on parlait un peu plus tôt, il est principalement sur Instagram. Il est aussi TikTok, un peu sur TikTok, mais Insta est sa plateforme de référence parce que c'est quand même YouTube beaucoup de travail et on est très peu à le faire parce que c'est hyper intense. Mais YouTube YouTube est ma plateforme préférée aujourd'hui, je pense, même d'un point de vue perso. C'est là où je me régale le plus, c'est là où j'apprends le plus de choses et où je trouve qu'on prend un peu le contre-pied de « Ok, j'ai 1 minute d'attention à t'offrir, qu'est-ce que tu vas me raconter ?» Je m'amuse plus sur YouTube. Toi, c'est quoi ta plateforme préférée aujourd'hui? Écoute, moi j'ai une relation d'amour-haine avec Instagram parce que ça me pourrit la vie comme tout le monde, mais j'ai mis en place maintenant pas mal de petites barrières, tu vois, pour éviter, typiquement j'ai pas mon téléphone dans ma chambre, enfin des choses comme ça pour éviter de scroller pendant des heures à ne rien faire. Après j'aime bien cette plateforme quand même. J'aime beaucoup LinkedIn pour tout dire, parce que moi je pense que je suis quelqu'un d'assez texte. J'aime bien le lire et j'aime bien raconter des histoires, mais plus écrites. Je pense que je suis meilleure, tu vois, à l'écrit qu'en vidéo, en choses comme ça. Après, je suis pas créatrice de contenu douée en vidéo, mais j'ai réalisé que YouTube effectivement me ressemble plus en fait que Instagram ou TikTok pour le coup où je passe très peu de temps, parce qu'en fait c'est des contenus longs et c'est des contenus qui vont en profondeur. Et c'est vrai que moi il y a juste une barrière dans mon cas qui est que j'ai pas beaucoup investi pour l'instant, tu vois, sur le montage, etc., pour en faire un truc plus dynamique. Mais je sens que fondamentalement, ça me ressemble plus en fait qu'Instagram, ce qui est assez dingue. Ouais. Et d'ailleurs, alors j'en profite, je voulais te demander pour moi et pour d'autres éventuels créateurs de contenu qui aimeraient développer notamment leur chaîne YouTube, quels seraient pour toi les 3 conseils ou à l'inverse les don'ts que tu pourrais partager avec nous, tu vois, des trucs qui te viennent à l'esprit comme vraiment des insights forts de comment réussir à apprivoiser et développer YouTube. Je pense que quand même une bestiole pas facile à apprivoiser. Ouais, je pense que le conseil que je peux donner en numéro 1, et t'as l'air de très bien l'appliquer déjà, sur toutes les plateformes, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Moi, je vois plein de formateurs qui conseillent de sortir une vidéo par jour pendant 30 jours, etc. Je suis pas trop en phase avec ce point-là. Alors, je comprends qu'on a besoin de savoir assez vite si on va dans la bonne direction ou pas. Et moi, si ça fait depuis 10 ans que je fais ce métier, c'est que j'ai compris que on n'est pas là à devoir sortir à tout prix 10 vidéos parce qu'on a 10 vidéos qui sont prêtes en 10 jours. Il vaut mieux étaler un petit peu dans le temps et prendre justement le temps de diffuser tous nos contenus. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Je trouve que c'est un bon conseil. L'authenticité, mine de rien, ça peut paraître bête aussi, mais c'est hyper important. Ça sert à rien de faire ce que tu as déjà vu 50 fois sur les plateformes. À la rigueur, tu vas peut-être gagner quelques abonnés parce que c'est une trend, mais on va pas se souvenir de toi spécifiquement. Et l'avantage de YouTube, en ce sens, c'est que comme tu peux raconter des histoires de 20, 30, 40 minutes, tu peux humaniser au max ton contenu. Et le dernier conseil que je vais donner, c'est de vraiment humaniser au max. On est dans une époque où l'IA arrive à vitesse grand V, plus que jamais. Il y a même aujourd'hui des influenceurs virtuels. Malheureusement, d'ailleurs, souvent, ça pose un autre problème, je trouve, mais c'est plus des influenceuses virtuelles de 30 ans. Toutes plus mignonnes les unes que les autres. J'avais fait un post sur LinkedIn sur ça. Donc, bizarrement, elles sont toutes mignonnes. La petite 25, 30 ans, des petites blondinettes. T'es en mode, mais waouh, c'est ça qu'on veut montrer, en fait, comme image. Et donc, ces gens-là arrivent, ces faux gens-là arrivent. Et je pense, malheureusement, que les créateurs qui n'humanisent pas du tout leur contenu, qui vont juste, entre guillemets, partager une belle image de Paris, de la Tour Eiffel, une image qu'on aura potentiellement vue 300 000 fois malheureusement, parce que les réseaux aujourd'hui, on a vu beaucoup de choses. Ceux qui n'humanisent pas leur contenu, qui vont pas raconter comment ils ont pu faire tel contenu, c'est quoi leur quotidien, c'est quoi les galères, etc., etc. Ça sera très compliqué pour eux d'ici quelques mois, parce qu'en réalité, ça va très vite. Donc, humanise ton contenu au max. Sois authentique, du coup, c'est un peu lié, et c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ça serait les 3 conseils que je pourrais partager qui sont vraiment importants. Et évidemment, il faut quand même suivre un petit peu les trends. Évidemment qu'il faut créer des reels, des contenus courts verticaux qu'on pourra diffuser sur YouTube en short, sur reels, sur Instagram, etc. Mais vraiment, ça n'empêche pas d'essayer d'avoir une petite DA. Moi, je sais que typiquement aussi, j'utilise mes propres typographies, mes propres animations, etc., etc. Et ça, je pense que ça permet de créer son univers et d'être reconnu après par la suite par les gens qui te suivent.
C'est intéressant ce terme d'être reconnu parce que en plus dans le monde du voyage, bon, y a beaucoup de personnes qui créent des très beaux contenus, mais d'ailleurs assez souvent c'est pas très personnel. C'est-à-dire que ça va être, ils peuvent avoir une patte, ils peuvent avoir, je sais pas, un preset Lightroom qui va faire qu'il va y avoir la bonne chromie, etc. Et donc ça c'est vrai que tu le reconnais, mais par contre ils se mettent pas du tout ou très peu dans l'image. Et toi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que t'as fait le choix j'ai l'impression depuis le début. Après je te suis pas depuis tes débuts, mais sans te mettre en avant non plus, voilà, mais en gros t'es un peu comme le copain voyageur qui va montrer, enfin t'incarnes en fait, parce que tu viens peut-être du monde du blog, mais tu nous emmènes avec nous, avec toi. C'est pas juste que tu vas montrer, tu vois, c'est que on te voit en fait vivre cette aventure. Et d'ailleurs c'est drôle parce que depuis le début de notre conversation, t'arrêtes pas de dire je vis des aventures. Et je pense que c'est ça aussi qui plaît. Enfin je sais pas ce que t'en penses et si c'est conscient, ça fait partie un peu de ta plateforme de marque, mais moi je trouve ça hyper intéressant qu'on te voit et on ait envie de comprendre un peu tes galères aussi, ton aventure, ce que t'as vécu, etc. Ouais, je pense que assez vite je me suis rendu compte, enfin tu vois, je me rappelle très bien de ce moment-là. Alors, d'ailleurs, un truc qui est hyper intéressant, c'est que la plupart des gens pensent que c'est inné d'être à l'aise à la caméra, etc. Totalement faux. Vraiment, regardez mes premières vidéos, j'étais gêné et gênant au possible. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est hyper important, je trouve, de le préciser parce que beaucoup de gens pensent que c'est en toi directement, la caméra s'allume, tout le monde est à l'aise. Non, ça marche pas comme ça. Et la plupart de mes potes créateurs, on a tous ce truc il nous a fallu du temps pour être à l'aise face à la caméra. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des moments où je suis pas à l'aise. S'il y a 800 personnes autour de toi qui te regardent dans la rue et tout, c'est gênant au possible. Oui, en train de te filmer alors que t'es le seul, oui, c'est sûr que... Merci de le rappeler. Je déteste ça. Donc c'est aussi pour ça que je me lève tôt le matin pour explorer les villes. Je suis tranquille et ça, c'est le bonheur ultime. Mais donc, je me suis un peu perdu dans mes explications. Tu me posais quoi exactement? Non, mais en gros, je te parlais du personal branding et du fait que tu incarnes quand même, plus que... Au-delà d'incarner, en fait, tu nous emmènes avec toi dans tes aventures. Ouais, c'est vrai que assez vite, je me suis rendu compte que si je racontais pas l'aventure, l'histoire que j'étais en train de vivre, c'était un peu creux. Enfin, je dis pas que juste partager des belles photos, c'est creux, mais je trouve que ça manque justement d'explications, même si tu peux avoir du texte. Aujourd'hui, malheureusement, les gens sur Instagram, par exemple, on sait tous très bien, on va scroller, on va pas tout le temps prendre le temps de lire les descriptions, alors que ça peut être hyper intéressant. On est dans une consommation vraiment rapide et efficace, en tout cas sur Instagram et TikTok typiquement. Donc je me suis dit qu'il fallait que je raconte les histoires. C'est hyper important de préciser que moi, par contre, je me suis jamais dit je vais raconter mon histoire en mode je suis en train de manger une glace, etc. Moi, à chaque fois que je prends la parole sur un de mes contenus, c'est pour vraiment partager quelque chose, un ressenti, partager des informations sur la destination, mais c'est pas forcément du vlogging à l'ancienne où je vais dire ah bah très bien, je suis dans cet hôtel et tout. Je dis pas que c'est pas cool, mais c'est juste pas trop ma vision du truc. Je partage pas ma vie perso entre guillemets sur mes contenus. Je partage vraiment le taf et je pense que ça fait la diff. Faut trouver le juste milieu du coup entre je raconte des histoires, je te donne des infos sur la destination, mais aussi quand même partager un peu de la destination sans que ça soit toi. Donc ça peut être via des interviews, via des histoires liées à la destination précisément. Mais il faut faire attention à ce petit point-là. Mais je reviens juste sur le côté incarner le contenu. Aujourd'hui, il y a un truc qui est hyper cool pour tous les gens qui nous écoutent, qui sont pas trop à l'aise, c'est les stories. Les stories, ça reste que 24 heures en ligne. Moi, j'ai commencé comme ça sur Snapchat, même à l'époque, en 2015. T'allais te cacher sur Snapchat. Au début, j'étais sur Snapchat et je faisais comme tout le monde. Je montrais un peu les paysages. Puis je me suis dit, bon, c'est cool, mais il y a peut-être des trucs plus cool à faire. J'ai commencé donc à parler en voix off, en montrant les paysages. Puis j'ai commencé à me montrer un petit peu. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, je suis pas mort. Je suis encore vivant et il y a plein de gens qui me font des retours hyper positifs par rapport à ça. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que grâce aux stories, on peut se permettre de se dire, c'est que 24 heures en ligne. Alors oui, peut-être qu'il y a 2-3 potes qui vont nous juger ou que sais-je, mais c'est pas grave. En fait, ça nous permet d'apprendre, de tester, d'être plus à l'aise et pourquoi pas ensuite d'aller sur des contenus qui vont rester sur nos feeds ou sur YouTube par exemple. Mais moi, c'est grâce aux stories que j'ai pu me former, être de plus en plus à l'aise et faut pas hésiter à tester sur ce format-là, je trouve. Aujourd'hui, comment tu fais concrètement pour déstresser, décompresser quand t'as trop de choses, t'es crevé, tu reviens peut-être d'un voyage et t'es épuisé. Enfin, c'est quoi tes astuces?
Mes astuces pour, alors déjà, c'est d'être bien accompagné, bien entouré et de me dire que ça peut marcher même si je suis malade ou fatigué ou voilà. C'est pour ça que tu vois que j'ai des monteurs YouTube, des monteurs Instagram, etc. Ne pas être que tout soit dépendant de toi. Voilà, faut vraiment autant que possible se dire que, évidemment, même si je veux un peu tout voir, etc., me dire que ça peut tourner sans moi et que les gens peuvent bosser sans moi, etc. Ça, c'est la première chose qui me permet un peu de me détendre. Après, je suis probablement pas le meilleur exemple sur ça parce que c'est vrai que comme je travaille énormément, comme je le disais, j'ai tendance à avoir du mal à vraiment déconnecter, à vraiment m'accorder beaucoup de temps off, Tu te etc. fais de temps en temps de la détox digitale ou pas du tout? Rarement, si je suis honnête. Ça veut dire jamais. Franchement, en fait, le truc, c'est que même des fois, j'essaye de me forcer et de partir en voyage en me disant, je suis en vacances. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est des vacances. Très vite, je vois un magnifique paysage, je vois quelque chose d'incroyable autour de moi. J'ai envie naturellement de le filmer, de le photographier parce que je suis aussi passionné des belles images. Donc, ça reste encore une fois un plaisir avant tout. Donc, ouais, c'est très rare. Je le disais à ma copine il y a pas longtemps, ça serait cool qu'on fasse un jour, on part 3 jours sans téléphone, sans rien. Ouais. Fais-le. Quelque part. Et je pense qu'on le fera en 2048, peut-être. C'est bien, moi, t'es honnête. Mais vraiment, il y a le truc de, j'ai du mal à déconnecter, si je suis honnête. En fait, comme je suis passionné de voyage et des réseaux d'internet, c'est deux passions qui se combinent, qui sont incroyables, qui font que je suis très heureux au quotidien. Mais bon, tu le vis pas mal, c'est ça, j'allais dire. Si tu le vis pas mal, c'est pas grave. Je le vis pas mal. Il y a plein de gens qui pourraient mal le vivre, mais moi, je le vois comme une chance. Donc, tu vois, typiquement, mes vidéos YouTube sortent le dimanche matin. Depuis plusieurs années, à 9h30, le dimanche matin, il y a la vidéo qui sort. Bah, ça veut dire que je suis forcément devant mon ordi vers 10h du mat pour vérifier les commentaires, pour répondre aux gens, pour voir s'il n'y a pas des choses qui ont été mal perçues ou que sais-je. Donc, voilà. Et tu laisses pas tourner une vidéo YouTube, tu la laisses pas sortir comme ça sans être présent. Je regarde toujours un peu, ouais. Donc c'est vrai que c'est arriver à déconnecter, à déstresser, ça va être des trucs très simples, ça va être motorisé à aller lire un bouquin dans un parc, tu vois, à Paris, en me disant, je prends pas mon téléphone, et c'est un peu ce côté-là d'ailleurs. Genre, je prends pas mon téléphone, je me déconnecte, je prends un bouquin, ou autrement, je vais courir. Moi, j'ai fait le marathon des JO l'année dernière de Paris, j'ai eu cette chance-là d'avoir un dossard. Bravo. Ouais, bah c'était. Il paraît qu'il était dur. Il paraît qu'il était très dur. Ouais, c'était assez intense, mais quel souvenir. Et donc, le fait de courir et de faire du sport de façon générale, c'est vrai que ça me permet de totalement me déconnecter. C'est les rares moments où je suis pas sur mon téléphone, où je suis vraiment pas à regarder les notifications, à être envahi de messages de mon équipe ou que sais-je, qui vont me dire est-ce que je peux faire ça, est-ce que c'est ok dans ce sens, etc., etc. T'écoutes des podcasts quand même quand tu cours ou t'es vraiment en mode concentré sur ta performance? Je mets toujours des podcasts en fond quand je cours, mais j'écoute vraiment pas beaucoup du podcast. C'est un peu le truc de tu te perds dans tes pensées, donc tu récupères des petites phrases par-ci par-là, donc ça reste trop cool, mais à la fin je me dis faut que je réécoute en fait parce que j'ai pas tout entendu. C'est quoi les quelques podcasts que t'écoutes régulièrement? Il y en a beaucoup que j'écoute. En vrai, il y a Génération Do It Yourself, il y a Transfert, il y a X. J'aime bien les belles histoires d'amour. Il y a des trucs plus business. Il y a plein de choses diverses et variées. Il y en a un que j'aime bien aussi, c'est de Combini. C'est mince. Est-ce que tu vois, ils prennent des célébrités pour parler de tout sauf de leur travail. Ah non, ça je vois pas. Attends, on va regarder en live. Rien à voir. T'as dit quoi? C'est pas un truc qui s'appelle Pause? Non, rien à voir. C'est pas ça. Small Talk. D'accord. On va reprendre du coup. Il y a un podcast que j'aime trop qui s'appelle Small Talk de Combini où ils invitent des célébrités diverses et variées et ils vont parler de tout sauf de pourquoi la personne est célèbre. Et ça c'est aussi assez marrant. Donc et dernier truc que je fais pour pouvoir déconnecter, c'est des randonnées. Pour le coup, je trouve que ça permet vraiment de se reconnecter un peu à l'essentiel, de pas avoir de réseau, d'être sur une montagne. Et j'aime beaucoup le faire un effort et avoir une récompense justement à la fin de cet effort, un beau paysage, etc. Ça libère des endorphines et c'est hyper agréable. À l'inverse, comment est-ce que tu fais pour avoir plus d'énergie au quotidien? Si tant est que t'en aies besoin, mais bon, en même temps, quand on se lève à 5h du mat et qu'on finit sa journée de travail à 22h, c'est un sujet, j'imagine. Justement, quand je suis pas en tournage, parce qu'on a parlé de la partie tournage, mais quand je suis pas en tournage, j'essaye de bien dormir. On va dire au moins 7 heures par nuit. Ça permet de recharger les batteries et de repartir un peu plus fort par la suite. Mais je trouve que aussi le sport, c'est un cercle vertueux.
Tu vois, finalement, quand j'ai préparé mon marathon, j'étais quand même en pleine forme, malgré le fait que des fois, je dois courir 2-3 heures, faire des sorties longues, comme on appelle ça, pour être bien prêt le jour J. Donc, le fait d'être en mouvement m'aide à toujours être en forme. À contrario, quand j'étais chez TF1 à l'époque en alternance, j'étais souvent assez malade, un petit rhume, un truc par-ci par-là. Bah là, le fait d'être toujours en mouvement, d'être toujours dehors, ça me motive et ça me donne une énergie toujours plus forte. Donc, essayer de dormir 7 ou 8 heures par nuit quand je le peux, quand je suis pas en voyage, et être souvent en mouvement, je pense que c'est mon secret pour être en forme quotidiennement. Alors, j'ai ensuite des dernières questions qui sont mes questions signature, j'appelle ça mon crible, mais avant celle-ci, j'ai quand même un dernier point que je voulais aborder avec toi sur le sujet nomade digital que tu as évoqué. Ouais. J'ai quand même l'impression qu'il y a eu une espèce de gigamode donc avec le Covid notamment pour ce qu'on appelle être un nomade digital, c'est-à-dire habiter dans un pays lointain en général où souvent il fait beau. Je veux dire qu'avec Prague, tu as été assez innovant où en gros, on a son ordinateur et on travaille 100% à distance. Exactement. Et pour autant, c'est vrai que ça fait rêver, mais je peux imaginer que, comme tu l'as un peu suggéré, il y a énormément de compromis qui viennent de cette vie-là, ouais. Et que c'est loin d'être simple, et qu'il y a des avantages et des inconvénients. Et donc toi qui le vis quand même si t'es souvent en France aussi maintenant, mais j'imagine que t'as quand même une bonne perspective sur ça, et je serais curieuse que tu m'en parles rapidement pour quelques personnes qui peut-être se disent je pourrais être en télétravail tout le temps, je peux aller habiter je sais pas où, même à Aix-en-Provence en fait finalement, alors que mon boulot est à Paris, et qui se rendent pas forcément compte de ce que ça implique. Exact, c'est un mode de vie qui est vachement idéalisé par les créateurs de contenu. D'ailleurs, notamment, ils vont à Bali, etc., ouais. etc. Et forcément, tu vois des images de plages paradisiaques. Exact. Il y a aussi le côté, il y en a qui vont à Dubaï pour les impôts. Pas que, j'espère pour eux, parce que ce serait un peu relou, mais voilà. Bon, moi, je suis un amoureux de l'Europe. Je trouve qu'on a le plus beau continent au monde, et c'est vrai que, tu vois, de vivre à Prague, à Budapest, à Lisbonne, je trouvais ça déjà fou. Il y a plusieurs points à prendre en compte quand on est digital nomade. Déjà, il y a justement le décalage horaire. Moi, je voulais pas avoir 9 heures de décalage. Je trouvais ça chiant. Tu fais ta journée avant ou après, tu reçois tes emails avant ou après, de façon temporaire. Why not? Mais sur du long terme, j'avais du mal à m'imaginer à toujours être en décalé sur la France, typiquement, là où j'ai le plus d'abonnés, de partenaires pour des collaborations, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je suis resté en Europe. Mais moi, donc, quand j'ai commencé à être digital nomade, j'avais 24 ans. Effectivement, je m'étais dit, mais waouh, c'est une chance de fou. Je vais aller vivre un mois à Bangkok, puis je vais aller vivre un mois à Prague, puis je vais aller vivre un mois à Rome. Et très vite, je me suis dit que c'était la pire idée. Parce qu'en fait, quand tu vas trop bouger, tu vas t'épuiser, que ça soit mentalement, mais aussi physiquement. Parce que d'être toujours sur la route, il y a un moment, ça te fatigue. C'est pour ça que je me suis dit, il valait mieux s'installer un an quelque part, quitte à bouger depuis la maison en question, comme à Prague, mais avoir vraiment une base sereine, une maison, je sais où j'habite et je suis pas toujours en mouvement. Donc si je peux donner un conseil à tous les gens qui veulent tenter l'aventure, c'est de justement pas se dire je vais faire 2 semaines à Bali puis 2 semaines à Jakarta ou autre. L'idée c'est plus de se dire je vais faire 1 mois, 2 mois, 3 mois dans le même endroit. Ça permettra de mieux vivre l'expérience. Je vois beaucoup trop de digital nomades qui font des sortes de burn-out parce qu'ils enchaînent trop les destinations. Quand même dingue quand tu penses. Ouais. L'autre point, je trouve, c'est que il faut pas sous-estimer le fait que dans digital nomade, t'as le côté quand même, tu pars pour le taf. Tu pars pas en vacances. Oui. Oui, faire une story avec un ordinateur face à une plage paradisiaque, ça va faire rêver les copains et les gens qui nous suivent. Mais personne ne bosse sur une plage paradisiaque. T'as des reflets sur ton écran, ton Wi-Fi bug, tu vas avoir du sable s'il y a une tempête qui va finir sur l'ordinateur. Personne ne fait ça. Il faut avoir quand même des conditions de travail pour pouvoir bosser qui soient agréables. Moi, je sais que j'ai un abonnement dans un coworking qui est dispo un peu partout dans le monde, ça s'appelle WeWork. C'est un abonnement que je peux avoir dans toutes les grandes villes. Tu vois, par exemple, il y a pas longtemps, j'étais allé à Amsterdam. Il y a 3 WeWork à Amsterdam. À Paris, il y en a plein. À Berlin, il y en a aussi. À Barcelone, il y en a aussi. Donc, si je pars, je sais que j'ai un endroit où je vais pouvoir aller bosser dans un cadre agréable et précis. Moi, j'ai beaucoup bossé dans des cafés dans les plus jeunes années, j'aimais beaucoup, mais c'est vrai que c'est quand même un peu plus compliqué, t'es un peu plus dépendant de la bonne connexion Wi-Fi ou pas, des serveurs qui te regardent parce que t'as pas pris un coca ou un café depuis 3 heures, donc c'est pas ok. Donc je trouve que essayer de trouver des solutions sur ça avant de partir à l'aventure, c'est cool aussi.
Mais je pense qu'il faut pas trop idéaliser ce mode de vie. Il peut être hyper cool, mais moi, à un moment, ça m'a justement manqué ma culture, ma bouffe, etc., etc. Et à force de toujours voyager, quand j'habitais à Lisbonne, je me sentais pas lisboète. Donc, c'est ce qu'on appelle les habitants de Lisbonne. Et c'est pour ça que j'ai décidé de revenir en France entre mes aventures. Je voyage toujours beaucoup, mais le fait de vivre à l'étranger plus toujours voyager, ça m'a fatigué mentalement. Et c'est pour ça que je suis revenu en France. Ça a été une expérience incroyable. Si je devais, je crois que c'est dans tes questions par la suite, j'imagine si je devais changer quelque chose, spoil alert, je changerais rien, je pense. Mais sur du très 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 long terme, je pense que c'est un peu compliqué, même pour les relations sociales. En réalité, Ouais. tu vois, à Prague, je me faisais plein de potes, mais je savais qu'un an après, j'allais être dans c'est une ça. autre ville. Tu sais que t'es en train de partir, enfin que tu vas partir, donc. Exactement. Donc c'est quand même assez intense là-dessus aussi. Te faire des amis alors que tu bouges tout le temps, c'est parfois un peu dur. Donc mes quelques conseils, c'est ne cherchez pas à voyager partout, une semaine à un endroit, une semaine à un autre, etc. 2, faites attention à votre environnement de travail. Et 3 aussi, faites attention au décalage horaire, parce que mine de rien, c'est un détail qui peut paraître bête, mais qui est hyper important. Ah, c'est clair. Bah, finalement, sinon, si tu te retrouves, comme tu dis, à travailler tous les jours entre 4h et 8h du matin, parce que en fait, le décalage horaire le veut, Exactement. c'est pas très agréable. Super. Eh ben, merci. Je voulais éclaircir ce point. Alors maintenant, si ça te va, on va passer sur mon crible, où je pose toujours les mêmes questions à mes invités. Donc, je ne vais pas te demander s'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu en ferais différemment, parce que j'ai compris rien. Ouais. Mais en revanche, j'aimerais te demander si tu as vécu dans ta vie un grand échec dont tu pourrais me parler. Et au-delà de cet échec, ce qui m'intéresse, c'est aussi bien sûr qu'est-ce que tu en as tiré comme enseignement. Alors, des échecs, on en connaît tout le temps et c'est ça qui est incroyable. En fait, ça te permet à chaque fois de rebondir et de te dire qu'est-ce qui a pas marché, etc., etc. Moi, je pars souvent du principe que quand tu as la chance d'avoir une communauté qui est engagée, qui apprécie ton contenu, tu peux faire 1 milliard de trucs. Je fais des événements. Il y a un événement qui s'appelle le Verre du Voyageur. Il y a 1000 personnes qui viennent à chaque édition. C'est un truc de fou. C'est juste magique. Je privatise un lieu et on parle de voyage le temps d'un soir, etc. J'ai fait un jeu de société qui s'est vendu à 20 000 exemplaires. C'est fou aussi. Mais j'avais tenté de faire un autre projet qui a pas trop marché, ou en tout cas pas autant que je l'espérais parce qu'il y avait trop de galères. C'était une marque de vêtements qui s'appelle Périple. J'avais lancé ça il y a 2 ou 3 ans. Et c'était un projet que j'adorais parce que je trouvais que ça pouvait te permettre de faire des rencontres partout autour du monde avec des gens qui avaient les mêmes valeurs que toi. Ce que j'adore avec le Verre du Voyageur, c'est qu'il y a des rencontres qui se font et grâce au fait qu'à la base j'ai une communauté, il y a plein de gens qui vont voyager ensemble, qui vont vivre des aventures grâce à un lien de base. Mon contenu, mais au final, il y a plein d'histoires qui vont se créer. Il y a même eu des mariages et des bébés Verre du Voyageur. Trop drôle. Particulièrement fier, même si je suis pas le parrain malheureusement. Et donc, j'ai lancé ce projet de Périple, qui était une marque de vêtements pour fédérer les gens autour du monde. Faire en sorte que si tu portes du Périple au fin fond de la Nouvelle-Zélande et que tu vois quelqu'un qui porte du Périple, ça crée une étincelle, une rencontre et pourquoi pas des aventures ensemble, etc. Mais en réalité, c'était tellement de galères, que j'ai arrêté au bout d'1 an et demi. Quelle galère? Enfin, des galères quoi, administratives? Oh, ouais, alors déjà, moi, c'est vrai que j'ai un peu la phobie administrative, mais d'avoir plusieurs boîtes en France, c'est un vrai bonheur. Mais c'est plus le fait que typiquement, j'ai ce souvenir qui me revient en tête. J'avais commandé des bobs Périple en octobre pour les recevoir en février, pour pouvoir faire les shootings et ensuite les vendre en, je sais pas, avril, mai, juin, les moments où les gens veulent acheter des bobs, quoi, tout simplement. Ces bobs-là, je les avais commandés en plus au Portugal, parce que je voulais bien faire les choses sur cette marque-là. Les bobs, je vais les recevoir en février, je les ai reçus en octobre de l'année en question. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vis trop l'enfer. Ouais. Et c'est vrai que les gens se rendaient peut-être pas trop compte, mais je recevais des messages privés les dimanches soirs à 22h30 de SAV. Salut, j'ai pas reçu mon colis, il est où? Alors que je sais pas où est ton colis et il y a un email dédié pour pouvoir gérer ce genre de sujet, mais comme c'était moi qui étais derrière la marque, ça me mettait une sorte de pression, de charge mentale qui était vraiment trop importante. Et du coup, j'ai préféré arrêter la marque. Donc, ça peut être considéré comme un échec parce que c'est un projet que j'ai arrêté. Mais en réalité, ça m'a permis de me rendre compte que j'ai trop de chance d'être sur Internet. Parce que Internet, tu peux, voilà ce qu'on fait là. Tu fais un podcast, tu le diffuses et après, ça va vivre de soi. T'as pas de stockage, t'as pas de galère de production, t'as pas de galère de retard de livraison, etc., etc. Et en ce sens, je trouve que je me rends doublement compte de la chance que j'ai d'être sur Internet aujourd'hui et de faire des projets qui peuvent vivre d'eux-mêmes sans forcément avoir beaucoup de galères
physiques, je dirais, liées à mes projets. C'est marrant, c'est drôle parce que je sais pas si tu sais, mais donc moi j'ai 2 business, j'ai une marque de joaillerie qui est maintenant assez importante, avec quand même une centaine de salariés, etc. Et donc là où je vis, mais à 400%, ce que tu décris, même si maintenant elle est plus structurée, mais oui, les gens continuent à m'envoyer des messages quand ils ont pas choisi la bonne taille de doigt, si tu veux, ce genre de choses. Et en même temps, c'est formidable parce que ça c'est un objet qui reste dans le temps. Alors encore plus avec de la joaillerie. Et c'est vrai que quand je compare à mes autres activités et notamment de podcast, et puis je vends aussi des formations pour entrepreneurs, il y a un tel écart, si tu veux, de charge, franchement, mentale et de il y a beaucoup d'exigences quand même dans la création de contenu, je suis d'accord avec toi, mais par contre, une fois qu'elle est faite, ta création de contenu, entre guillemets, ça s'arrête. C'est exactement ce que tu décris. Alors que dès que t'as le produit, en fait, c'est avant, pendant et après. C'est non-stop. C'est sans fin Ouais. et c'est hyper intense et t'as toujours des galères. Donc, en ce sens, c'était un peu un échec d'arrêter parce qu'évidemment, je voulais que c'était une marque qui vive sur le très long terme. J'avais plein de projets, plein de bonnes idées, mais avec du recul, je suis hyper content de l'avoir fait tout de même, déjà. Moi, j'aime beaucoup faire un projet par an pour lequel je me dis, dans 50 ans, j'en serai fier, ou en tout cas, je serais content de l'avoir fait. L'année dernière, j'ai eu le marathon, etc., etc. Et mine de rien, c'est des petits trucs sur du long terme où je me dis, waouh, j'ai vraiment vécu à 200% ma vie. Chaque année, tu te fixes un peu un objectif d'un projet, comme ça, un nouveau projet? Exactement, ouais. Chaque année, j'essaye de me dire qu'est-ce que je vais faire cette année qui sera mémorable pour moi dans 40 ans. Genre, waouh, à 33 ans, j'ai fait ça. Et c'est le truc un peu évident. Alors, j'ai la chance de faire un métier qui me fait me dire ça un peu au quotidien, mais des petits projets spécifiques, je trouve que c'est cool pour se motiver sur du long terme. Donc ouais, et la marque de vêtements, je sais que dans 50 ans, j'aurais regretté potentiellement de pas l'avoir testé. Mais au final, du coup, je suis quand même trop content de l'avoir fait. Donc c'est quand même une fierté aussi. Très belle transition parce que du coup, donc je ne te poserai pas la question s'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment, puisque même ça, tu es fier maintenant et tu as raison de l'avoir fait parce que je suis sûre que ça t'a quand même beaucoup appris et notamment 100%. De te concentrer peut-être sur plus le digital où tu as largement de quoi faire, je pense. Qu'est-ce que tu trouves beau? C'est une autre question que j'aime bien et alors à toi je suis sûre qu'elle va parler. Ça peut être soit au sens littéral, c'est un paysage évidemment, mais peut-être en particulier, ça peut être un comportement, vraiment ce que tu veux. Mais qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce qui t'émeut? Ouais, ça va paraître un peu bateau, mais c'est ce qui peut me venir spontanément en tête. C'est en fait que 99,9% de l'humanité te veut du bien et ne sera là que pour t'aider, peu importe où autour du monde. J'étais en Ouzbékistan en octobre dernier et c'est fou le nombre de gens qui, parce que c'est un pays en ce temps, pensaient que c'était dangereux, que tu peux te faire couper la gorge, que tu vas te faire kidnapper ou que sais-je. Ce que je trouve beau, c'est de me dire, malgré l'actu relativement anxiogène qu'on voit régulièrement passer, en réalité, quand tu vas être un peu sur la route, tu te rends compte que les gens veulent t'aider, les gens seront là pour te rendre service, seront là pour juste rendre la vie belle, douce et agréable. Donc c'est un peu mon petit discours Miss France du jour, mais je trouve ça très beau de se rendre compte de ça et c'est souvent en voyageant qu'on se rend compte de ce truc-là. On est quand même dans une actu qui est quotidiennement anxiogène, encore plus en ce moment avec les guerres et tout, évidemment. Mais le fait d'aller dans des endroits qui peuvent être considérés comme dangereux et se rendre compte que tout va bien et que globalement les gens sont juste contents que tu sois là et que tu peux échanger avec des êtres humains, ça rend la vie un peu plus douce, je trouve, et ça rend un peu plus optimiste aussi parfois. J'ai le souvenir caricatural, mais en fait quand même ça m'est arrivé, d'un voyage au fin fond du Laos où les gens, tu sens, n'ont pas beaucoup d'argent, n'ont pas grand-chose, enfin tu vois, et d'ailleurs vivent de peu et je pense sont pas malheureux, probablement plus heureux que nous, et en fait ont envie de t'héberger ou te proposent, tu vois, un repas, mais de manière hyper spontanée, ce que nous, Européens, on ne ferait jamais. Exactement. Avec des étrangers, et c'est vrai que tu te dis mais c'est quand même assez dingue et j'imagine que ça tu le vis quotidiennement. Exact, et pour rebondir sur ça, il y a 2 questions que j'aime bien poser un peu partout autour du monde à des gens mais random que je vais rencontrer au fin fond de l'Inde, tout comme à New York, tout comme en Europe, etc., etc. Les 2 questions que j'aime bien poser, si j'ai bien connecté avec la personne, c'est quelle a été ta meilleure dizaine? Ça, je demande souvent ça aux personnes âgées. C'est marrant. Et souvent, on va me dire la trentaine ou la quarantaine, pour info. Très peu de gens me disent la vingtaine, comme très peu de gens me disent la cinquantaine, la soixantaine. La trentaine et la quarantaine, c'est le moment où tu commences à avoir une bonne énergie, une situation un peu plus stable, où tu sais plus, toi, où tu vas dans la vie. Et c'est hyper apprécié globalement autour du monde. Et l'autre question que je pose, c'est quel est ton niveau de bonheur de 1 à 10 ?
10 c'est vraiment mais t'es la personne la plus heureuse du monde et 1 c'est horrible. Et ben franchement, ça va paraître un peu cliché encore une fois, mais ça rebondit un peu sur ce que tu disais. Quand tu demandes ça à Los Angeles ou à New York, dans des villes qui font rêver le monde entier, les gens vont être moins heureux en général que dans des endroits dans le monde où tu te dirais, mais attends, on est au fin fond de l'Ouzbékistan, c'est peut-être pas ouf ici. En réalité, rien à voir. Pour être heureux, t'as pas besoin de grand chose. Et c'est ce que je disais un peu plus tôt. Les moments où je suis le plus heureux, je le dis vraiment spontanément, c'est les moments où je suis sur une terrasse avec des potes à faire un jeu de société ou à refaire le monde ensemble. C'est pas forcément un moment où je suis dans un hôtel de luxe ou que sais-je. Bien sûr que le confort est agréable, mais les moments où t'es le plus heureux, enfin où je suis le plus heureux, c'est des moments simples avec mes proches. Et encore une fois, il faut vraiment pas rentrer dans la caricature, mais je pense que c'est quand même assez fou de se rendre compte que les gens dans des pays qu'on pourrait considérer en bon français comme moins développés, etc., sont souvent plus heureux que dans des villes qui nous font rêver, comme Los Angeles ou New York. Et ça, c'est fou. Alors, à l'inverse, la question d'après, c'est qu'est-ce qui t'irrite? Qu'est-ce que tu détestes observer? Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce que tu trouves laid, quoi? Qu'est-ce qui peut m'énerver? Alors, je suis quelqu'un de relativement optimiste dans la vie. J'ai souvent le sourire, etc. Mais d'un point de vue pro, qu'on me résume encore souvent à un mec qui est toujours en vacances, notamment sur les reportages et tout, j'avoue que ça m'irrite aujourd'hui parce qu'on est en 2025 et je trouve que c'est quand même assez indécent de résumer un métier qui est aussi prenant, qui a une vraie activité à ça. Et souvent c'est bien, je vais faire le titre du podcast, Bruno Maltor, l'homme qui est toujours en vacances. Exactement. Mais c'est vrai que les médias ont souvent vont devoir résumer notre métier. Et souvent encore aujourd'hui, je lis, son métier, c'est d'être en vacances. Et moi, je suis en mode, mais les gars, waouh, on est en 2025, on peut plus dire ça. Mon métier, c'est pas d'être en vacances. Mon métier, c'est tout sauf ça. Donc ça, c'est un truc un peu pro qui me dérange parce que on peut plus jouer sur la naïveté de c'est les débuts de la creator economy et on sait pas trop et cool, il a l'air d'être toujours à droite à gauche. On sait qu'aujourd'hui c'est des métiers et c'est dommage d'avoir encore ce discours, je trouve, sur les reportages. Mais c'est marrant, ça rejoint ce qu'on se disait sur le côté digital nomade et cette idéalisation un peu liée aussi, je pense, à la semaine de 4 heures de Tim Ferriss où t'as littéralement un palmier quand même sur la couverture et où en fait il y a effectivement, je pense, beaucoup d'imaginaire, et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs je voulais t'avoir sur le podcast, autour de ces métiers, où en fait on les connaît pas, Exactement. Comme ils sont nouveaux, et où il y a du fantasme, tout simplement. Il y a du fantasme. Et j'avais fait une vidéo, pour tout te dire, sur la réalité de mon métier sur YouTube, tout comme j'avais fait une vidéo pour expliquer mon business model, parce que c'est un métier qui est tellement... surtout, moi, je l'ai fait cette vidéo en 2017-2018. Personne comprenait comment je gagnais ma vie et j'ai fait une vidéo pour tout expliquer parce que je trouve que c'est bien aussi de montrer aux gens l'envers du décor, comment ça marche et c'est quoi une journée type, comme on se le disait un peu plus tôt. Donc, il y a la carte postale, il y a évidemment ce qui fait rêver et on en est aussi parfois un peu responsable, comme je le disais, digital nomades à Bali qui vont faire la story devant la plage paradisiaque. Voilà, ça peut donner des imaginaires qui sont pas du tout dans la réalité, mais je trouve que voilà, dans les reportages, il y a aussi notre devoir de dire la réalité et ça m'irrite. Je mettrai les liens d'ailleurs dans l'épisode, comme ça vous pourrez les consulter, messieurs dames, pour avoir encore plus les coulisses. Alors encore 3-4 petites questions. Est-ce qu'il y a une maxime ou une citation qui t'a touché à un moment donné, particulièrement dans ta vie, qui te parle, peut-être que tu te répètes encore régulièrement? Il y a plusieurs maximes que je pourrais avoir en tête, mais donc il y a déjà le seul, on va plus vite ensemble, on va plus loin, comme je le disais un peu plus tôt. Franchement, les créateurs qui sont vraiment toujours seuls, je pense que sur du long terme, ils ont plus de mal et je pense que c'est le cas pour tous les projets, perso comme pro. Oui, seul, t'es plus agile. Oui, seul, tu vas être peut-être plus rapide à l'instant T, mais quand t'es à plusieurs, tu vas avoir plus de bonnes idées, tu vas pouvoir réfléchir à des projets que tu n'aurais pas pu avoir si tu étais littéralement seul. Et il y a une autre chose que je me répète au quotidien, je sais pas si c'est vraiment une maxime, mais c'est le fait que tu vas avoir plus de douleur à penser à quelque chose qui peut t'arriver de négatif que quand cette chose en question va t'arriver. J'ai pas la phrase exacte. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Complètement. En fait, c'est pire de l'anticipation est pire que le problème réel et la gestion du problème. Exactement. Et typiquement, je reviens sur mon projet Périple, la marque de vêtements. J'avais beaucoup de galères, etc. Mais ça me faisait plus de mal
et j'avais plus de peine et plus d'appréhension quand j'attendais une mauvaise nouvelle par rapport à un retard de livraison, etc., qu'une fois que j'étais devant le fait accompli. Je sais pas si tu as déjà eu ça avec tes business, mais du coup, faut essayer de pas trop penser au négatif parce que ça te fera plus de peine et plus de douleur au quotidien que l'inverse. Bah, moi, je me suis mis activement à la méditation depuis 2018 à peu près. Parce que justement, je me suis rendu compte que je rentrais, tu vois, dans des cycles négatifs de pensée qui pouvaient parfois durer des semaines, où je ressassais en fait mes problèmes et j'imaginais toutes les issues possibles négatives, l'anticipation. Enfin, en plus, tu crées un espèce de fil imaginaire de plein d'actions qui vont se suivre les unes après les autres et qui n'arrivent jamais. Et j'ai réalisé que mais c'était borderline de la folie, quoi. Franchement. Et donc, il fallait que j'apprenne à lutter contre ça. Et donc, moi, ça a été la méditation qui m'a beaucoup aidée. Je continue à, bien sûr, parfois me réveiller la nuit et penser à mes problèmes. Mais c'est vrai que je trouve qu'avoir plus de conscience que t'es en train de partir en vrille te permet quand même de stopper un peu plus le processus. Exactement. Hyper cool, merci. Alors, celle-ci, je l'aime bien, tu vas voir. Est-ce que tu as une croyance ou une opinion qui est controversée? Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle n'est globalement pas partagée en France ou ailleurs par les personnes autour de toi. Ouais, j'en ai quelques-unes. La principale que je pense, qui est controversée aussi, je pense, moi je suis végétarien depuis 9 ans. D'accord. Et je pense sincèrement qu'on devrait tuer un animal au moins une fois dans sa vie avant de pouvoir manger de la viande. Voilà, hyper controversé, mais c'est ma vision du truc. Je trouve que en fait, le marketing notamment fait qu'on se rend même pas compte aujourd'hui qu'on mange de la viande et qu'on tue un animal pour ça. Et oui, ça paraît pas être un être vivant, c'est vrai. Exactement. Et du coup, ça permettrait un peu plus de se rendre compte de ce qu'on fait, qu'est cet acte quotidien pour beaucoup de gens. Et pour le coup, comment dire, le fait d'être végétarien, j'en parle rarement sur les réseaux parce que ça m'appartient et tout. Mais voilà, si c'est une opinion controversée que tu cherchais, je pense que celle-ci, elle est pas mal. Le fait de devoir tuer au moins une fois dans sa vie un animal pour être éligible à manger de la viande par la suite, ça pourrait être pas mal, je trouve. Écoute, c'est une, oui, ça serait une loi pas facile à faire passer, je pense, en France. Mais... Je pourrais pas être président là-dessus, non, effectivement. Non, je pense que tu vas avoir du mal à te faire élire. Tu voulais du controversé, hein, je t'en donne. C'est parfait, je te remercie de jouer le jeu. J'ai 2 questions encore. Est-ce que tu as un sujet qui te vient à l'esprit sur lequel tu aurais changé d'avis? Ça peut être récemment ou il y a quelques années, hein. Tu te dis, putain, avant je pensais ça et finalement... Si on revient sur les réseaux, je pensais vraiment que typiquement le groupe Meta, donc Instagram, Facebook, etc., allait mourir très rapidement après l'arrivée de TikTok. Et en réalité, donc, ils sont hyper puissants encore aujourd'hui. Instagram, c'est vachement bien développé et tout le monde est encore addict à cette plateforme, ce que j'aurais pas forcément pensé en sortie de Covid, quand TikTok a commencé à exploser. Donc, ils ont réussi à prendre un peu les best practices de TikTok et à les intégrer. Ce qu'ils savent très bien faire, Meta, c'est voler, en fait. Ils sont très bons voleurs, de manière générale. En 2016, ils ont volé les stories de Snapchat. Ils ont littéralement appelé ça des stories. Ils ont littéralement fait 24 heures. C'est éphémère. On fait la même chose. Et on met ça sur notre application. C'est quand même assez fou. Mais bon, c'est pas les seuls voleurs, hein, parce que LinkedIn avait aussi volé le concept des stories à un moment. Mais avec moins de succès, Parce qu'ils volent et ils y arrivent avec Meta. Exactement. Donc, non, je pensais vraiment que TikTok allait prendre le dessus comme jamais et potentiellement faire mourir le groupe Meta, ce qui est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc, sur ce sujet-là, je me suis bien trompé. Écoute, merci de partager ça. Alors la dernière question que j'ai pour toi, c'est est-ce qu'il y a un livre ou un objet culturel, tu vois, ça peut être un film, ça peut être un documentaire dans ton cas, qui t'a particulièrement marqué à un moment dans ta vie et que tu pourrais partager avec nous pour qu'on comprenne pourquoi il a été aussi important pour toi? Il y a un bouquin que je viens de terminer il y a quelques jours, c'est pas forcément le plus marquant de ma vie, mais il me vient en tête parce que j'ai beaucoup aimé le lire quand même, il était hyper agréable. C'est Une sacrée envie de foutre le bordel avec Xavier Niel. Je l'ai pas lu, mais il paraît que c'est bien. Franchement, c'est une conversation avec un ami à lui de longue date et c'est hyper intéressant parce que ce monsieur qui est quand même aujourd'hui un des entrepreneurs les plus connus et respectés de l'Hexagone, on connaît pas forcément son histoire, on sait pas forcément qu'il a fait de la prison. Je te fais une petite vente du bouquin, mais ça te raconte un peu l'entrepreneuriat. Ça peut venir de partout, ça peut venir de tous les horizons, de toutes les personnalités. Il n'y a pas un parcours précis. Ce mec, il a pas fait HEC, il vient pas forcément d'une famille, tu vois, hyper riche, etc., etc. Donc, je trouve ça cool d'avoir des exemples aussi comme ça de gens qui n'ont pas
un schéma préfet dans l'entrepreneuriat. Et ils sont hyper transparents. J'aime beaucoup tous les sujets qu'ils abordent. Donc, je trouve que c'est un bon état des lieux pour comprendre l'entrepreneuriat et pour se rendre compte qu'on n'a pas besoin, encore une fois, d'avoir fait HEC ou l'ESSEC ou SCP pour réussir, même si c'est aussi un bel avantage. Moi, j'ai fait une école de commerce, donc je sais que c'est cool, mais ça permet d'avoir une ouverture différente sur cet univers. Après, il y a une BD que j'aime bien qui te fait ouvrir les yeux aussi sur, on va dire, le monde comme on le perçoit. C'est justement le monde sans fin de Jean-Marc Jancovici. Hyper intéressant à lire. Ça fait déjà 2 trucs que je conseille de lire, que ce soit une BD ou cet, on va dire, échange entre Niel et son ami qui sont assez cool, je trouve. Bruno, je te remercie 1000 fois d'avoir partagé avec autant de transparence et d'humour aussi toute ton histoire et ton parcours. On est passé par pas mal de sensations et je te remercie d'avoir été super franc avec nous. Pour les personnes qui nous écoutent, qui ont envie de te suivre et peut-être de pouvoir interagir au plus près avec toi, la plateforme sur laquelle toi-même t'es le plus présent, ça reste Instagram aujourd'hui ou c'est quand même YouTube? Ouais, ça peut être Instagram, ça peut être même LinkedIn. On peut me trouver en tapant Bruno Maltor. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. C'est moi qui réponds pour le coup à tout le monde sur toutes les plateformes. Eh ben, formidable. Et un dernier message peut-être à faire passer à l'audience à l'aune de cette conversation. Suivez votre passion, quoi qu'il arrive, c'est le plus important dans la vie. Moi, j'ai commencé, comme je le disais un peu plus tôt, en slip dans une chambre à Shanghai. On se rappellera de cette image. Exactement. Aujourd'hui, je vis de ma passion. Je peux bosser avec des gens incroyables qui sont tous plus talentueux les uns que les autres. Ça m'a amené beaucoup plus loin que ce que je pensais et c'est juste partie d'une petite passion, d'un petit blog voyage. Donc, en suivant sa passion, au pire du pire, on se lèvera avec le sourire sur ce projet en question. Et au mieux, on pourra en faire un métier. Donc, c'est cool à retenir. Je te remercie pour ta générosité, pour ta transparence. Et puis, bravo, continue à nous faire rêver sur toutes ces destinations qu'on ne pensait pas vouloir connaître. Et finalement, grâce à toi, qu'on découvre avec délice. Un grand merci, Bruno. Merci, à bientôt.